Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue dans cette émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les titres de l'émission, les grands titres que nous allons développer tout à l'heure. Julien Paluku était face à la presse hier. Le ministre du Commerce extérieur s'est expliqué sur les nouvelles mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives. Mais déjà, le phare signale que deux voisins font perdre à la République démocratique du Congo 5 milliards de dollars par an. L'exploitation minière, forestière et des hydrocarbures impacte négativement sur la vie des communautés locales. Les sociétés minières, forestières et pétrolières ne respectent pas leur cahier de charges. Les sols, l'eau, l'air, les aliments sont pollués et les autorités compétentes sont donc interpellées. Le MLC et l'Ensemble pour la République sont en colère contre l'UDPS. C'est suite à l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. La candidate MLC et les candidats de l'Ensemble pour la République ont été battus. Pourquoi s'abattre sur l'UDPS? On en parle dans cette émission. La 5e édition de la bourse Excellentia a vécu hier à Kinshasa. Forum des As souligne que le couple présidentiel a honoré 74 lauréats de 2022-2023. Tous les élèves ayant obtenu 85% à l'examen d'État ont reçu leur bourse pour les études universitaires. La première ministre a décidé de se focaliser sur l'insécurité, la mobilité et l'insalubrité à Kinshasa au cours d'une séance de travail tenue hier avec les ministres sectoriels et le gouverneur de Kinshasa. Judith Souminois s'est engagée à faire des mots qui rongent la capitale, son cheval de bataille. Voilà tout pour les titres. Les développements, c'est dans votre émission Autour de l'info avec nos invités Ambroise Mamba, qui est directeur des informations à Congo Web Télévision. Et nous aurons également M. Alain Kabongo, qui est l'éditeur du journal Congo et tout. Avec nos deux invités, nous allons décortiquer nos différentes informations de la journée. Et M. Alain Kabongo va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Voilà tout ce qu'il y a comme charpente pour ce deuxième numéro des Autour de l'info. Monsieur Ambroise Mamba, bonjour. Bonjour, Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Je suis habitué à poser des questions aux gens, mais là, je suis à la barre. Merci. Avec vous, nous allons analyser, comme journaliste, les différentes informations parues à la presse de ce jeudi. D'abord, vous avez suivi Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur, qui a expliqué en long et en large pourquoi il y avait des mesures de fermeture des frontières, pourquoi la RDC doit être vigilante face à ses voisins, comment la RDC perd au moins 5 milliards de dollars chaque année. Et donc, alors, première question, la RDC perd plus de 5 milliards de dollars par an à cause de ses voisins. Ce que le ministre a dit. Qu'en pensez-vous, M. Ambroise? Bon, je pense que le ministre a eu quand même raison de pouvoir s'expliquer là-dessus parce que ça a suscité une colère de la part des Congolais lorsque les Congolais ont appris qu'on a fermé la frontière avec la Zambie. C'est la Zambie qui a fermé cette frontière, étant donné que nous, à notre niveau, nous avions interdit l'importation d'une bière. Le ministre Julien Paluku l'a expliqué, c'était pour éviter de fragiliser notre monnaie. Donc nous avons pris la décision d'interdire l'importation d'une bière pour ne pas fragiliser notre monnaie, et la Zambie, en représailles, a fermé la frontière. Vous savez que les rapports entre les nations ont dit en relations internationales que les nations n'ont pas, les États n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont que des intérêts à protéger. Alors, lorsque nous interdisons l'importation d'une bière, la Zambie se sent touchée, fragilisée, et elle devrait réagir. Et lorsqu'elle a réagi,
nous, quelque part, nous avons été à notre tour aussi fragilisés. Pourquoi fragilisés? Parce que nous estimons qu'au niveau des Kasumbalesa, il y a quand même des transactions qui se passent entre notre pays et la Zambie qui sont tellement importantes et nous gagnons par rapport à cette porte d'entrée. Et si la frontière est fermée, c'est nous qui allons encore perdre davantage. C'est pourquoi il y a eu cette réunion à Lubumbashi et le ministre a expliqué que non, la Zambie a reconnu avoir réagi précipitamment. C'est lui qui nous le rapporte. Donc la Zambie a réagi précipitamment et n'aurait dû pas fermer la frontière. Mais c'est des bonnes guerres. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas arriver à perdre 5 milliards de dollars par an parce que nous avons déjà deux voisins belliqueux. Le premier voisin qui est toujours belliqueux, c'est le Rwanda. Et le deuxième voisin qui semble prendre la posture belliqueuse, c'est la Zambie, cette fois-là. Et c'est un rapport de force. Un rapport de force qui s'installe entre nous et eux, entre la RDC et la Zambie. Et dans ce rapport de force, quand la Zambie appuie sur un bouton, nous nous sentons aussi d'une part fragilisés. Même si au départ, notre décision était de manière à ne pas déstabiliser notre monnaie. Donc on peut comprendre mais quelque part, nous ne pouvons pas fermer définitivement les frontières. Non. Et si nous fermons, par exemple, cette frontière-là, la population sera directement touchée. Mais il faut reconnaître que c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est une relation gagnant-gagnant parce que la Zambie gagne, nous aussi nous gagnons. Mais on ne peut pas se permettre de fermer les frontières parce qu'il y a les Congolais qui vont faire les affaires en Zambie, il y a des Zambiens qui viennent faire des affaires au Congo. Et quand vous fermez la frontière, il y a aussi bien les Congolais que les Zambiens qui perdent. Tous nous perdons. Et à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus un peu fragiles. Notre économie est un peu fragile par rapport à d'autres économies. Et lorsque la frontière est fermée de cette manière-là, nous sommes de plus en plus mis en difficulté et notre population peut se soulever contre nous. Et voilà pourquoi ce sont des choses que nous ne pouvons pas essayer de faire. Alors, les ministres expliquent pourquoi il avait directement pris cette mesure-là. Il dénonce d'abord ce qu'il appelle les pratiques illicites. Par exemple, il parle des fractionnements des marchandises. Oui. Ça signifie que les marchandises qui sont destinées à la République démocratique du Congo passent d'abord par les pays voisins, c'est-à-dire on paye la douane dans les pays voisins. Et puis, pour finir, alors, il dit, voilà ce qui fait perdre à la RDC au moins 5 Alors, mais moi, je voudrais qu'on se pose la question de savoir pourquoi ça passe d'abord par les pays voisins. Pourquoi ça passe par là pour venir chez nous après? Est-ce que c'est la faute des pays voisins ou c'est notre propre faute à nous? Moi, j'estime qu'il semblerait que c'est nous qui ne sommes pas un peu sérieux en cette matière. C'est nous qui ne sommes pas un peu sérieux. Parce que si nous étions sérieux, nous devrions arriver à nous faire respecter. On devrait arriver à se faire respecter. Lorsque vous vous faites respecter, les autres vont vous respecter. Vous ne pouvez pas réclamer le respect des autres si vous-même, vous ne vous faites pas respecter. À ce moment-là, on peut dénoncer les mauvaises pratiques par rapport au transit des marchandises dans des pays voisins. On paye là-bas et puis ça vient chez nous après. Bien entendu, ça nous fait perdre de l'argent, mais nous devons quand même commencer à nous faire respecter, être sérieux dans tous les services frontaliers. Comment nous travaillons, comment est-ce que nous faisons payer nos taxes, comment est-ce que notre taxation est perçue par rapport aux autres pays, ainsi de suite. Et lorsque nous avons une taxation un peu compliquée, il y a une tracasserie, ainsi de suite. Les gens, les opérateurs économiques qui ne sont pas à l'aise. À ce moment-là, c'est à nous de revoir un peu la manière dont nos services travaillent pour nous faire respecter et redonner la confiance aux opérateurs économiques. De cette manière-là, on éviterait cette perte de 5 milliards par an. Alors, il parle aussi de dumping. Le dumping, il explique, il dit, c'est lorsque les entreprises étrangères qui sont au pays vendent leurs produits à un prix plus bas que les entreprises locales. Et donc, c'est un combat engagé contre les produits locaux, ce qui fragilise les Congolais. Et donc, il faut protéger la production locale. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises congolaises qui produisent? Est-ce que les entreprises étrangères, lorsqu'ils vendent à un prix plus bas. C'est mauvais parce que je pense que c'est profitable à la population. Ça paraît un peu contradictoire. Hein? Je n'ai pas ça paraît un peu contradictoire. D'abord, il y a une entreprise qui vend à un prix bas. Ouais. Ça intéresse la population. Hein? Oui.
hein, parce que la population n'a pas d'argent. On a dit plusieurs fois que le pouvoir d'achat des Congolais a pratiquement disparu et les Congolais ne vont que acheter là où ça coûte moins cher. Alors, mais imaginez-vous que les entreprises qui vendent à un prix bas fassent des mauvaises affaires pour les entreprises congolaises. Là, c'est un problème. Alors qu'est-ce que le ministre veut? Il veut qu'on vende cher pour que la population achète ce qui coûte cher, ou il veut que l'on vende moins cher pour que les Congolais achètent ce qui coûte moins cher? Ça, c'est la première question. À ce niveau aussi, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on produit. Est-ce qu'il y a des entreprises congolaises qui produisent localement? Lorsque vous allez... je n'ai pas fait l'économie, je suis journaliste, et lorsque vous interrogez les économistes, ils vont vous dire, par exemple, que non, l'économie, c'est la production, la distribution et la consommation. Ouais. Mais qu'est-ce que nous produisons? Et qu'est-ce que nous produisons qui devrait coûter cher pour que les autres viennent vendre à un prix moins cher? C'est la question qu'on devrait se poser. Et moi, je pense qu'on ne produit pratiquement rien. Et puis, il y a un autre côté. Il semble qu'on a libéralisé un peu le secteur de prix. C'est comme si le secteur de prix est d'une certaine manière libéralisé. Et quand vous libéralisez le secteur de prix, chacun met son prix. Et lorsque chacun met son prix, il y a une entreprise qui peut arriver à mettre un prix bas parce que vous-même, au départ, vous avez libéralisé le secteur de prix et à ce moment-là, vous ne savez plus contrôler. Je ne pense pas qu'on a libéralisé. Non, je dis il semble. Je l'ai dit au conditionnel. Je l'ai dit au conditionnel. Je m'excuse parce que... Je l'ai dit au conditionnel. Premier ministre... Si on n'a pas libéralisé, au nom de quoi ces entreprises vendent moins cher? Au nom de quoi ils vendent moins cher? Ne sont-ils pas contrôlés? Qui devrait les contrôler pour qu'ils arrivent à vendre moins cher? S'ils arrivent à vendre moins cher, ça nous donne l'impression qu'on a libéralisé le secteur de prix. Et chacun met son prix qui lui vaut, et dès lors qu'il trouve qu'il fait les affaires, qu'il fait du bénéfice, il va continuer à vendre. Étant donné que les Congolais aussi, ils ont un pouvoir d'achat qui est détruit, et ils vont vouloir acheter ce qui coûte moins cher. C'est pourquoi à ce niveau-là, il ne suffit pas seulement de passer à la télévision pour dénoncer le fait qu'il y ait des entreprises qui vendent moins cher, et ça détruit, ça ne sait pas garantir la productivité nationale, mais il faut aussi assurer le contrôle par rapport au secteur du prix, et ça va aussi sécuriser les entreprises nationales. Donc, parce que le ministre, en parlant, il dit, lorsqu'il dénonce ces différentes pratiques, il dit qu'il est en train de vouloir protéger les producteurs locaux, protéger les produits locaux. Mais personne ne lui interdit, Gustave. Personne n'interdit au ministre de protéger les locaux. Ouais. Oui, c'est bien de les protéger. Mais à quel prix? Au prix qui fait souffrir les Congolais? Ça, c'est une autre question. Voilà. Voilà, et pour, selon le journal Forum des As, je n'ai pas vu là où on a élaboré les différentes mesures, mais sinon, le ministre a dit qu'il faut toujours, la RDC, pour faire face à tout ça, on recourt aux règles en matière du commerce extérieur. Je n'ai pas vu les différentes mesures prises pour pouvoir protéger les produits locaux, protéger les frontières, faire en sorte que la concurrence soit loyale et non déloyale. Bon, peut-être dans nos prochaines émissions, nous allons vraiment revenir sur les différentes mesures pour pouvoir les faire connaître à la population. Voilà, telle mesure, en discuter, analyser également. Voilà. Je voudrais que la réalisation nous balance un reportage sur les communautés locales, parce que, vous savez, les communautés locales aujourd'hui ont lancé un SOS au pouvoir public, au gouvernement surtout, pour que les sociétés minières puissent parvenir à respecter leur cahier des charges. Et je voudrais encore vous dire, c'est paru dans beaucoup de journaux, à la télé, dans les médias, j'ai pris ça pour l'intérêt de toute la République, parce qu'un peu partout, on ne peut pas s'éterniser à Kinshasa, il y a l'intérieur. Et l'intérieur, ce sont les communautés locales. Là où on extrait des minéraux, là où on extrait le pétrole, là où on exploite les forêts, mais les habitants de ces différents villages vivent le cauchemar. La vie est intenable. Il y a beaucoup de choses. Je demande qu'on nous balance le reportage et puis on va revenir après.
Les différentes communautés locales vivant dans des villages où l'on extrait des minerais, on exploite des forêts, des hydrocarbures, vivent des situations chaotiques partout où ils existent en RDC. Au cours de cette conférence de presse, animée par les étudiants du programme intitulé L'école du fleuve Congo, formé par l'ONG AfriWatch et F-Right, l'on a appris que les mines, le pétrole ou les forêts ne leur profitent en rien. Au contraire, elles impactent négativement leur vie par la pollution des terres, de l'eau, de l'air et des aliments. Nous qui sommes dans les communautés où il y a l'exploitation minière, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui produisent par hydrométallurgie, il y a d'autres qui produisent par pyrométallurgie. Lorsque l'entreprise ou bien la société minière est juste à proximité des communautés ou bien des maisons d'habitation, pendant la saison pluvieuse, les gaz qui s'échappent des cheminées, ça a des impacts sur la peau, ça a des impacts sur les plantes, ça a des impacts sur les rivières. Et une fois, quand nous, les communautés, on voudrait utiliser cette eau, automatiquement, ça nous affecte, ça nous crée à nous de maladies. Au cours de la première session de l'école du fleuve Congo, AfriWatch et ERI à Lubumbashi du 25 août au 5 septembre 2023, la formation avait porté sur la construction de la communauté, le monitoring et la documentation des abus des droits de l'homme, la pratique de la collecte d'échantillons des sols et de l'eau. Et pour la deuxième session en cours à Kinshasa du 5 au 15 août 2024, axée sur le plaidoyer et la mobilisation des communautés locales. Ici, les participants ont appris à présenter les problèmes des communautés et à les partager avec les parties prenantes, dont le gouvernement, les missions diplomatiques, les services étatiques, les organisations de la société civile et les médias. Voilà. Monsieur Ambroise, vous avez suivi ce reportage. Votre réaction d'abord. Bon, lorsqu'on parle de communauté locale, les cahiers des charges, ça c'est quand même une réalité au pays. Les entreprises minières, dans la plupart des cas, ne respectent pas leur cahier des charges. Dans la plupart des cas. Mais ici, je peux peut-être donner un témoignage un peu positif par rapport à une entreprise, la Sicomine. J'ai eu à voyager à Kolwezi. Je suis allé à Kolwezi moi-même. J'ai visité Kolwezi, je suis allé dans beaucoup de villages, à Yenge, au quartier Kapata. J'ai trouvé, il y a des écoles qui sont construites, il y a des écoles à Kabulungu, à Kapata, des écoles même industrielles, parce que Kapata, c'est un quartier qui est situé non loin de la Sicomine, l'usine de la Sicomine, justement. Il n'y avait pas une école industrielle. Tous les élèves du coin allaient chercher l'option industrielle, l'option technique très loin. Et là, c'est la Sicomine qui a réussi à construire une école sur place à Kapata et j'ai réalisé ça. Je suis allé dans les fins fonds, dans les villages Mapendo, j'ai visité beaucoup de villages et j'ai trouvé qu'il y a eu même un projet d'approvisionnement en eau, ainsi de suite. Et j'avais quand même salué cette initiative. Ça rentre dans le cadre d'un cahier des charges qui avait été signé entre la Sicomine et les entreprises locales. À l'époque, c'était en 2021. Hein, un cahier des charges qui devrait s'exécuter en DA 5 ans. Ouais. Et ce cahier des charges est exécuté ainsi de suite. Mais les autres entreprises ne font pas la même chose. Les autres entreprises minières ne font pas la même chose. Vous allez aller dans tout le pays, là où il y a les entreprises minières, que ce soit à Kisangani, que ce soit dans l'ex-Katanga, à Manono par exemple, vous allez trouver que non, les populations locales sont en train de pleurer. Les entreprises minières vont venir, et elles vous disent par exemple que non, nous allons donner ceci à la population, nous allons donner cela, les routes. Il y a le problème des routes, il y a le problème des écoles, il y a le problème des hôpitaux, ainsi de suite. En dépit du fait que les entreprises minières font du bénéfice, ils font beaucoup d'argent, mais la population demeure pauvre. La population demeure pauvre. Elle n'a pas d'école, elle n'a pas de routes, elle n'a pas d'hôpitaux, ainsi de suite. Oui. Et là, ça pose problème. Mais les conséquences qui sont néfastes, qui sont dénoncées ici, et même ces SOS, c'est parce que
il y a des dégâts environnementaux qui sont graves lorsque les sols est pollué. C'est difficile de cultiver. Lorsque l'eau, quand on dit l'eau dans des villages, les villageois recourent à la rivière. Exact. Alors, il n'y a pas l'eau et on prend les déchets des minéraux, on déverse dans les rivières. Dans des rivières. Et ça pollue. On se lave cette eau-là, on consomme cette eau-là. Ça produit des maladies. Ça produit des maladies. Des maladies de peau, même des maladies de voies respiratoires. Sur ce point, Gustave, je voudrais dire ceci. Bon, je suis journaliste, j'analyse les faits. Je ne fais pas la publicité d'une entreprise sur ce plateau. Et je venais de parler de la Sycomine tout à l'heure. Et quand je suis allé, j'ai visité l'usine de la Sycomine par rapport aux aspects environnementaux. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai visité deux bassins. Deux bassins au sein de la concession de la Sycomine pour les traitements des eaux. Les eaux qui passent dans les usines et à toutes les étapes de l'exploitation minière. Et ces eaux sont recyclées. Les eaux sont recyclées et ça retourne dans les mêmes usines. Donc on ne gaspille pas l'eau. Oui, mais en fait, au niveau de la Sycomine. Et là, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant. Mais s'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à faire cela, par exemple, vous avez des eaux qui viennent de vos usines, des déchets de vos usines qui sont liées à l'exploitation minière. Vous les déversez dans les rivières. Et ce sont, vous savez, au village, dans le champ. Vous voyez? Au village, particulièrement, on consomme l'eau des rivières. On se lave l'eau des rivières. On nettoie les habits. On nettoie les habits avec l'eau des rivières. Voilà. Et lorsque cette eau est polluée, c'est très facile pour les villageois d'attraper des maladies. Et lorsqu'ils tombent malades, ils n'ont pas d'hôpitaux. Les hôpitaux que vous n'avez pas construits. En dépit du fait que vous aviez signé un cahier des charges, que vous devrez respecter pour la construction des hôpitaux, vous ne l'avez pas fait. Et quand vous ne le faites pas, vous faites souffrir cette population. Et bien entendu, je pense qu'il y a l'État pour ça. Oui, voilà pourquoi ces apprenants ou ces étudiants, il y a les deux ONG AfriWatch et ERI qui ont mis ensemble un programme pour pouvoir renforcer les capacités des communautés locales. Donc, ils ont tiré quelques leaders de ces communautés-là pour leur montrer, voilà vos droits, voilà comment vous pouvez plaider, voilà comment vous pouvez rencontrer le ministre, vous pouvez rencontrer le gouverneur, vous pouvez rencontrer tel décideur, tel ambassadeur qui peut aider pour que les cahiers des charges soient respectés. Pour que les conditions de vie dans les communautés. C'est une très bonne chose, Gustave, pour les deux ONG que vous avez citées tout à l'heure. Donc, il faudrait arriver à montrer à la population comment est-ce qu'on revendique. Voilà. Parce que le cahier des charges qui a été signé par une entreprise minière devrait être respecté nécessairement. Mais la population doit savoir comment on revendique. Elle doit s'approprier. Voilà. Pour les cas, par exemple, de la Sycomine, j'ai assisté à la signature d'un cahier des charges avec un comité local de développement. Tout un comité local de développement. C'est prévu dans les codes miniers. Ah, voilà. Avec un comité local. Les codes miniers prévoient, et d'ailleurs, c'est un combat de la société civile qui avait fait tout pour que les mines puissent profiter à la population locale, aux communautés locales. Justement. Et il y avait des travaux pour pouvoir savoir comment est-ce que la rétrocession qui doit être versée dans une entité décentralisée, comment est-ce que cette caution ou cet argent doit être géré. Et c'est ainsi qu'on a mis en place les comités locaux de développement. Voilà. Et ce comité-là est composé des gens et du ministère, de l'État, pour pouvoir gérer l'argent au profit des communautés locales. Et donc, c'est une disposition du code minier. Alors, mais qui n'est pas respectée. Mais justement, c'est pourquoi il faudrait qu'on arrive quand même à poser la question à ces comités locaux de développement. Non seulement il y a un comité local de développement, il y a aussi un comité local de suivi. Il y a deux comités. Un comité local de développement et un autre comité pour faire les suivis. Donc, on devait avoir un comité qui fait les suivis, de savoir
on avait signé un cahier des charges avec telle entreprise minière, et dans ce cahier des charges, on avait prévu de réaliser telle infrastructure, tel projet par exemple. Où est-ce qu'on en est? Une année après, 2 années après ou 3 ans après, où est-ce qu'on en est? Et je pense qu'avec ces suivis, on pourrait quand même arriver à permettre à la population d'obtenir ce qu'elle a toujours cherché. Mais au cas contraire, la population va continuer toujours à pleurer. Là, nous sommes nous avons beaucoup plus parlé des mines, mais il y a aussi les forêts. Exact. Il y a des entreprises, il y a des sociétés qui entrent dans les forêts. Vous savez que les pygmées vivent des forêts. Toute la vie des pygmées, c'est dans les forêts. Mais vous venez, vous entrez, vous délocalisez d'abord les pygmées, vous les chassez, et puis vous coupez les arbres, vous dévastez sans reboiser. Sans reboiser, c'est le problème, les justement. Conséquences, lorsqu'on coupe le bois, les conséquences sont même internationales. Justement, Pourquoi? justement. Parce que là, il y a un réchauffement climatique. Lorsque vous coupez et vous ne reboisez pas, ça a des conséquences. Et la population qui ne vit que des forêts. Dans tous les forums sur le réchauffement climatique dans lesquels la RDC a participé, elle a mis en avant ces forêts. Elle a mis en avant ces forêts. Vous vous rappelez de ces slogans du temps de Tshisekedi, on a dit que la RDC se présente comme un pays solution. Un pays solution en rapport avec ces forêts. Mais lorsque vous avez les forêts, mais que vous ne savez pas entretenir, parce qu'il faut quand même permettre à nos forêts de pouvoir absorber les effets, les gaz à effet de serre et qui sont dans l'atmosphère pour effectivement bien se comporter par rapport au changement climatique, ainsi de suite. Mais lorsque vous allez exploiter les forêts, vous coupez le bois, vous ne reboisez pas, vous détruisez la forêt. Vous détruisez la forêt. Mais c'est là, Gustave, je me dis, bon, il est bien vrai que nous dénonçons à la télévision. Mais où se trouve notre État? Oui, mais c'est ça. Où se trouve notre État? Les SOS, on interpelle les autorités compétentes. Où se trouve notre État? Vous êtes ministre de l'Environnement. Il semblerait que... Vous êtes ministre de l'Environnement. Voilà, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, même quand nous nous tournons du côté des entreprises pétrolières. Allez à Mwanda, vous allez voir. Les champs sont dévastés, les sols pollués. Il y a des images d'ailleurs, si vous les regardez, vous n'aurez pas, vous allez pleurer. C'est là que je me pose la question. La vie est intenable dans les communautés locales. Il faut que les autorités compétentes puissent, en tout cas, se mettre debout. Lorsque nous parlons des autorités compétentes, effectivement, c'est un secteur qui est bien connu, c'est un secteur de l'environnement. Il y a un ministre qui est là. On devrait quand même arriver à agir, à intervenir pour qu'il n'y ait pas un laisser-aller. Parce que quand vous avez un laisser-aller au niveau des forêts, par exemple, on détruit les forêts, on ne reboise pas, ainsi de suite. Et si l'État est inexistant dans tous les secteurs, nous sommes appelés à disparaître comme pays. Nous sommes appelés à disparaître. Voilà pourquoi bien entendu, l'État existe, il y a des services. Il y a des services. Oui, mais ces services, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand on dit qu'il y a des services... Il y a ceci. Dans cette école du fleuve Congo, c'est un programme intitulé École du fleuve Congo, on apprend aux communautés locales comment est-ce qu'ils doivent revendiquer calmement leurs droits. C'est-à-dire, voilà, quel service est concerné par telle situation. Telle situation, effectivement. Il faut aller contacter les services. Telle autorité, il faut aller contacter. Oui, mais ça devrait bien être organisé lorsqu'on dit à la population des autorités compétentes. Chacun à son niveau. Les services, si nous prenons le ministère, il a des représentations sur toute l'étendue du pays. Et donc, les services, au début, d'ailleurs, à la base, jusqu'au sommet, lorsqu'il y a une situation, parce que si vous appelez le ministre de l'Environnement aujourd'hui, pour avoir des informations, il va descendre. Il va descendre pour dire, voilà, tel service, donnez-moi des informations sur telle situation, et les services vont s'enquérir jusqu'à arriver au niveau des communautés locales. Oui, donc, je salue quand même le travail qui est fait par cette ONG. Arriver quand même à sensibiliser la population de cette manière-là, c'est une bonne chose. Parce que si vous allez dans les communautés locales, vous trouvez une population qui ne connaît rien, elle ne va rien revendiquer.
elle ne va rien demander, et si elle ne revendique rien, il n'y aura rien qui sera fait. Et quand on apprend à la population à savoir comment revendiquer, quel est le service qu'il faut contacter par rapport à telle situation, je pense que le travail de cette ONG est à saluer. Et ils doivent être encouragés. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ambroise. Nous recevons Monsieur Alain Kabongo, qui vient de nous rejoindre, je l'avais annoncé. Lui, il est éditeur du journal Congo et tout. Nous le recevons avec joie, Monsieur Alain, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Gustave. Voilà, vous nous trouvez déjà en cours de débat sur la situation des communautés locales qui vivent dans des difficultés énormes suite aux travaux d'extraction des minéraux, d'exploitation des forêts, d'exploitation des pétroles ou des hydrocarbures. On exploite, on prend tout et la population reste pauvre, avec des maladies, avec des conséquences terribles. Il y a des endroits où même les sols sont fissurés et il y a des villages entiers à déplacer et les sociétés n'exécutent pas leur cahier de charges. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer avant que nous puissions passer à d'autres sujets. Oui, le problème c'est que, merci d'abord pour l'invitation, le problème c'est qu'avec les sociétés d'extraction des minerais ou d'exploitation de forêts, la difficulté que nous avons est que certains de nos autorités ou des personnes qui sont censées suivre l'exécution des cahiers des charges ont d'abord leurs propres membres de famille ou leurs proches qui sont des personnes qui travaillent dans les mêmes sociétés. Il y a déjà ces difficultés d'être à la fois juge et partie. Il est difficile pour la personne qui est appelée à contrôler une entreprise qui exploite de juger à la fois, et pourtant c'est qu'en retour, il y a des gens qui l'ont placé là-bas. Donc les difficultés sont tellement complexes parce que les personnes qui sont censées assurer ces contrôles sont entre eux-mêmes des personnes intéressées parce qu'ils ont des intérêts dans les mêmes entreprises. Si je vous donne actuellement, vous savez qu'il y a des contestations ici à Mwanda à côté. Il y a des structures locales qui sont allées plus loin jusqu'à porter plainte contre certaines personnalités parce qu'il y a une bagatelle somme qui devait être consacrée à l'électrification de la ville et autres qui n'est pas bien gérée. Donc les problèmes sont un peu partout, même en Ituri. Les sociétés qui viennent exploiter visent beaucoup plus leurs propres intérêts. Et pour défendre leurs intérêts, ils font un grand effort d'approcher les personnes de la communauté, parfois les chefs de groupement, les chefs de village, les approchent, et ceux-ci ont une grande influence sur la masse. Et il est complètement difficile que la masse se mette à critiquer leurs propres autorités. Et c'est comme ça que vous constatez que la plupart des sociétés extractives n'arrivent pas à respecter leur cahier de charges. Donc vous voulez dire que lorsque les entreprises ou les entrepreneurs arrivent, ils approchent les chefs, ils lui donnent quelque chose, le pourboire, c'est fini, les chefs, comme il est satisfait, et c'est fini, il oublie la population. Pas seulement les pourboires. Déjà, quand on donne des avantages aux chefs et aux membres de la famille des chefs, le chef ne peut pas avoir peut-être des pourboires en espèces ou en nature. Mais c'est pas regardant. Oui, le fait déjà d'engager les membres de la famille du chef dans cette entreprise, société, ils tirent déjà des avantages, et c'est des avantages à long terme. Ce n'est pas un avantage immédiat, et c'est très difficile que le chef soit à la fois juge ou contrôleur, et entre-temps, il a des personnes qu'il a placées dans ces mêmes entreprises. Je pense qu'il arrive, il revient à notre État de sévir quand même dans ce secteur, parce que dans plusieurs coins où il y a des sociétés, où c'est présumés investisseurs, là où ils sont venus, il y a toujours des pleurs et des grincements des dents.
Moi, je voudrais quand même dire un mot par rapport à ce qu'Alain vient de dire. C'est une triste réalité qu'il y ait quand même cette pratique au sein des entreprises minières ou qui exploitent simplement le gaz, le pétrole ou dans l'environnement. Qu'il y ait cette pratique d'approcher d'abord les chefs coutumiers, leur donner le pourvoir pour qu'eux, à leur tour, ils puissent influencer la population. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. C'est des bonnes guerres. Ouais. Chacun représente l'intérêt de la partie pour laquelle ils travaillent. Les entreprises veulent travailler, préserver leurs intérêts. Mais l'État devrait aussi préserver ses intérêts. Et les intérêts de l'État, ce sont ceux de la population. Lorsque vous avez des membres des familles qui sont à la fois dans une entreprise ou au sein de l'État et qu'ils ils nourrissent beaucoup plus les intérêts de l'entreprise, c'est détruire son propre pays. Ouais. Ça, c'est détruire son propre pays. Et je pense que quand vous avez un membre de famille qui travaille dans une entreprise et que vous demandez le respect du cahier des charges, vous n'êtes pas contre votre membre de famille. Ouais. Vous n'êtes pas contre votre membre de famille. En fait, votre membre de famille a un salaire. Il a sa part dans cette entreprise. Mais vous demandez à l'entreprise, personne morale, et non pas aux membres des familles de pouvoir agir en fonction du cahier des charges qui avait été signé avec le Mais d'ailleurs, ils occupent quel poste au sein de ces entreprises-là? Oui, c'est des gens placés juste pour avoir de l'argent. Ils n'ont aucun mot. Donc, il faut... Devant les Indiens, les Chinois, il faut se battre. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Non, ils sont là pour gagner de l'argent. Il faut se battre pour garantir les intérêts de l'État. Et quand vous garantissez les intérêts de l'État, ce sont les intérêts de votre propre population que vous garantissez. Et bien entendu, l'entreprise aura à faire aussi ses bénéfices. Ouais. Votre membre de famille qui se trouve dans l'entreprise va gagner. Nous venons de parler du comité local de développement qui ont été créés au travers du code minier. Ouais. Donc, je pense que si on passe beaucoup plus par les comités locaux de développement, on aura la possibilité de pouvoir bypasser ces genres de pratiques qui se font au sein des entreprises. D'accord. Moi, je pense qu'à propos de ces comités locaux de développement, il y a aussi un problème de renforcement des capacités. Gérer les structures, beaucoup de Congolais ont vraiment des limites dans la gestion des structures, le management. D'abord, organiser une comptabilité, organiser la petite administration. Beaucoup de Congolais, même ici, dans la plus grande ville de Kinshasa, on a des difficultés. Oui, ça, vous pouvez vous retrouver quelque part avec une lettre dans une administration, on ne sait même pas accuser réception. Ça, c'est très important. Moi, je suis allé dans plusieurs villes du Congo, j'amène une lettre, on me demande, je fais quoi? J'ai dit, mais ça, c'est l'accusé de réception, ça, c'est la lettre pour le chef. Maintenant, c'est déjà ces problèmes d'organisation. Même si le comité local existe, c'est peut-être de manière théorique. Il faut un recyclage. Hein. Oui, je pense qu'il faut saluer l'action de ces ONG, parce que vous nous avez pris en cours. Il y a deux ONG, AfriWatch et ERI, donc, qui forment, qui ont ouvert un programme de formation intitulé École du fleuve Congo. Et là, ils forment que les communautés locales, 24 participants, tirés de Lualaba, de Congo central, de Chopo, de Ituri, des villages où il y a des minerais, où il y a du pétrole, où il y a des forêts, pour leur faire savoir d'abord les droits, comment se constitue une communauté, comment vous pouvez revendiquer, comment vous pouvez faire les plaidoyers, comment vous pouvez vous mobiliser pour pouvoir faire respecter vos droits. Je crois qu'il faut saluer ce travail. Oui, mais il faut les saluer, mais le problème, c'est les suivis. Dans notre pays, nous avons l'habitude d'organiser des ateliers, des formations. Et après, des études en études. Oui, les participants ont juste l'air per diem et sont logés dans un meilleur hôtel. Et après, ils ont des recommandations qui sont de papier et qui vont parfois garder dans les tiroirs. Moi, je pense qu'il devait y avoir un travail de suivi des recommandations de l'atelier. C'est-à-dire que ces des grandes ONG dont nous saluons l'initiative devraient aussi agir sur l'après-atelier. Bon, je crois qu'on ne fait pas leur publicité, mais à ma connaissance, les apprenants ont développé des projets, sont descendus eux-mêmes sur le terrain, dans les entreprises, dans les sociétés, et ils ont produit des travaux et sur lesquels on a discuté ce qu'il faut lire même dans les différents journaux qui ont paru. J'ai vu les phares qui en a parlé, j'ai vu l'ACP
qui en a parlé, même les télévisions. Et donc, voilà, il faut un suivi, il faut une formation. Nous passons à notre troisième sujet, c'est cette colère du MLC et de l'ensemble pour la République, cette colère qui s'abat sur l'UDPS. Et la référence plus, il titre « Les partis ensemble et MLC fulminent des colères ». Et donc, Ambroise. Alors, sur cette question, je voudrais d'abord dire que Ensemble pour la République a raison d'être en colère. Mais le MLC n'a pas raison d'être en colère. Je m'explique. Ensemble pour la République a raison d'être en colère. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le nouveau règlement intérieur et de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est écrit noir sur blanc que le poste de rapporteur adjoint revienne à l'opposition. Et les autres postes, les 6 autres postes, reviennent à la majorité. Ça signifie que Salomon Kalonda, qui est de Ensemble pour la République, ne pouvait pas s'aventurer à aller briguer la présidence du Sénat ou la première vice-présidence ou la deuxième vice-présidence ou le poste de rapporteur. Non. Il s'est dit que le poste qui m'a été réservé, moi de l'opposition, moi du parti Ensemble, c'est celui de rapporteur adjoint et il a brigué ce poste. Et lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez trouver la même chose. L'actuel ministre de la Justice, l'actuel ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, a failli tourner un mauvais tour à l'actuel rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, parce qu'il était candidat à rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et les scores étaient serrés à l'époque. Et bien entendu, aujourd'hui, il est au gouvernement, même si on semble expliquer qu'il est de l'opposition, mais c'est juste pour embellir, pour les oreilles. Donc, il n'est pas de l'opposition. Et quand vous prenez cet aspect de choses, vous pouvez regarder qu'au niveau de la majorité, par exemple, il y a eu 3 candidatures. 3 candidatures de la majorité. Donc, on pouvait aussi permettre à Salomon Kalonda d'aller briguer la présidente du Sénat. Mais il ne l'a pas fait. Mais pourquoi on devrait venir les combattre au niveau de ce poste qui est réservé à l'opposition? Jean-Claude Baïndé, il a beau être ancien gouverneur des locataires, il est de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition. Non, être candidat président de la République ne veut pas dire être l'opposition. Être candidat de la République on n'est pas candidat parce qu'on est de la majorité ou de l'opposition. Non, on est tout simplement candidat, tout court. On est tout simplement candidat. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même n'a pas été candidat de la majorité ou de l'opposition. Il a été candidat indépendant président de la République. On n'est pas de l'opposition parce qu'on est candidat président de la République. Mais lorsqu'on se réclame de l'opposition, vous refusez pourquoi? Non, l'opposition n'est pas déclarative. L'opposition n'est pas déclarative. L'opposition est un comportement. Non, attendez. Elle n'est pas déclarative. Un comportement, mais lorsqu'on veut être radical, faisons comme Tshisekedi le faisait. Il était radical, il ne voulait pas entrer même dans les institutions. Regardez, je vais vous poser une question. Lorsque vous voulez entrer dans les... S'il vous plaît. Lorsque vous voulez entrer dans les institutions, bon, il faut relativiser. Alors, dire que l'opposition, c'est un comportement. Quel est le comportement qui prouve que Kalonda, lui, est vraiment de l'opposition pure, et que Baïndé n'est pas de l'opposition? Très bien. S'il vous plaît, ce qu'il faut faire... Je réponds à la question. Vous m'avez posé une question. Vous allez répondre. Je voulais dire ceci. Lorsqu'on dit le poste est réservé à l'opposition, on n'a pas dit le poste est réservé à l'ensemble pour la République. Exact. L'opposition aussi est plurielle. L'opposition est plurielle. Exact. La majorité est plurielle. Exact. Au sein de ces deux familles, je vais vous poser une question. Ils s'entendent. Si ils veulent donner un nom, on donne un nom. Au niveau de l'opposition, on dit voilà, nous n'allons pas nous disputer, nous nous sommes entendus, nous donnons tel. Si vous me prenez le temps. Alors, vous posez des questions, c'est à moi de répondre. Ce n'est pas à vous-même de répondre aux questions. Expliquez-vous, monsieur Mamba. Monsieur le journaliste. Alors, vous avez dit que l'opposition est plurielle. Ouais. Est-ce que vous avez sur papier, dans ce pays, un papier officiel sur lequel on a enregistré les partis de l'opposition? C'est vous qui posez des questions. Non. Avez-vous un papier officiel dans ce pays où on vous dit, voici les partis de l'opposition? Même la majorité dont on parle, la majorité c'est qui? La majorité c'est qui? On dit que ce poste revient à la majorité. La majorité c'est qui? Je reviens à l'opposition. Il y a un problème du porte-parole de l'opposition dans ce pays. Est-ce qu'on l'a opérationnalisé? L'a-t-on opérationnalisé pour qu'on sache qui est de l'opposition et qui ne l'est pas?
Puisqu'on n'a pas opérationnalisé le poste de porte-parole de l'opposition, au moins on s'en tient à la manière dont les forces politiques ont été enregistrées à l'Assemblée nationale lorsque la législature a été ouverte. Mais voilà, mais on vous s'en l'avez dit. tient à là. Que ce soit pour la majorité ou pour l'opposition. Monsieur si vous Jean-Claude Bayende, regardez, Si non, vous je voulez- termine, je termine s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je termine. Allons-y. Lorsque vous prenez la commission ad hoc qui a traité les candidatures, c'est cette commission ad hoc qui a commis une erreur de laisser la candidature de Jean-Claude Bayende en lice. Au moins, on aurait dû écarter cette candidature. Mais vous regardez la même commission ad hoc qui a traité les candidatures, elle a laissé toutes les 3 autres candidatures de la majorité, de l'UDPS, de M. Jonas Munkamba et de Jean-Michel Samaloukonde. On a laissé les 3 candidatures. Monsieur, le candidat de l'UDPS, Idriss Mangala, a au moins retiré la sienne. Écoutez, Au moins retiré la sienne. Monsieur- Donc je dis qu'on a tourné un mauvais tour à Ensemble pour la République. Quant au MLC, par exemple, pour moi, le MLC n'a pas raison d'être en colère. D'être en colère. Pourquoi? Parce que le MLC n'a pas joué lui-même franc jeu. Le MLC, je pense qu'il s'est tiré lui-même une balle dans la tête. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir changé la candidature de Jean Bamanissa a créé une frustration. Jean Bamanissa qui avait déjà déposé sa candidature, au nom du MLC, vous changez cette candidature, vous placez une femme. Est-ce que vous trouvez que Jean Bamanissa était d'accord avec vous? Et s'il n'était pas d'accord, est-ce que vous le savez? Peut-être qu'il a été frustré et qu'il a travaillé avec certains 3-4 amis sénateurs pour combattre maintenant la candidature officielle de votre parti. C'est pourquoi je dis que le MLC s'est lui-même tiré une balle dans la tête. Il n'a pas raison d'être en colère. D'accord. Monsieur Alain Kabongo, je crois que vous avez suivi les débats. Votre appréhension sur ce que la référence plus MLC en colère. Ensemble pour la République en colère parce que leurs candidats n'ont pas été votés à l'Assemblée. Votés. Ce que je sais Plutôt, est qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Nous avons suivi plusieurs politiciens pendant plusieurs années et nous avons constaté qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. L'Ensemble pour la République et MLC n'ont qu'à pleurer parce qu'en principe, toutes ces négociations se font en amont. Ils devaient déjà commencer à négocier avec, quand on se retrouve dans une compétition où il y a plusieurs candidatures, il faut toujours s'attendre aussi à l'inattendu ou l'imprévisible. Et dans les cas sous examen, moi je me dis que les politiciens n'ont pas fait cadeau à qui que ce soit. Et Ensemble pour les changements, c'est les regroupements de Moïse Katumbi. Et Ensemble pour la République, les regroupements de Moïse Katumbi connaît bien le paysage politique congolais. Moi, je pense qu'il devait entreprendre peut-être des négociations en sourdine et qu'à l'issue de ces négociations, il pouvait faire passer Salomon Kalonda. Parce que M. Ambroise nous rappelle ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec Moutamba et Dominique. Mais il y a eu une compétition et Dominique a fini par battre Moutamba. Je pense que c'est le même combat qui s'est transposé au niveau du Sénat. Mais moi, je pensais qu'Ensemble avait tiré les leçons du passé pour chercher à négocier déjà en sourdine. Parce que Salomon, à ce que je sache, Salomon Kalonda n'est pas en conflit avec plusieurs sénateurs. À le voir, c'est quelqu'un qui discute bien avec ses collègues sénateurs. Il suffisait juste de négocier. Et à l'issue des négociations, je pense qu'il pouvait se retrouver là où il est. Et à propos de Jean-Claude Bayende, comme a dit les modérateurs, M. Gustave, on ne peut pas contester à quelqu'un son statut d'opposant, M. Ambroise. Qui est opposant? C'est celui qui bascule. Quand vous êtes aujourd'hui avec le président de la République dans la majorité, et lorsque vous ne vous retrouvez pas, vous ne trouvez pas vos intérêts, vous basculez. Aujourd'hui, si vous regardez même les partis au pouvoir, l'UDPS, il y a des dissensions très profondes. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas de petits opposants.
les dissensions qui sont actuellement à l'UDPS créent aussi des petits opposants. Il y a des gens qui peuvent claquer la porte aujourd'hui et créer un parti politique qui sera directement indexé d'être un parti d'opposition. Moi, je pense que Bayende s'est battu comme candidat de la président de la République. D'ailleurs, il a fait face à Félix Tshisekedi. Quand on est derrière un candidat président, soit on s'aligne, il y a eu des gens qui ont jeté l'éponge et qui se sont ralliés. Mais lui est allé jusqu'au bout. Il est vraiment absurde aujourd'hui que nous puissions nous contester sa qualité d'opposant. Et comme j'ai dit au début, qu'en politique, il n'y a pas vraiment de cadeaux. Parce que vous savez que nous nous contredisons. Vous savez que une minute seulement. Une minute. Vous savez que nous nous contredisons. Lorsque M. Alain parle de la compétition, on parle de quelle compétition? Mais pourquoi est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui dit que le poste est réservé à la majorité et le poste est réservé à l'opposition? Oui, mais où est l'ouverture de la compétition? Où est l'ouverture de la compétition? Non, regardez, Je vous l'ai dit ici. Mais pourquoi vous me coupez la parole? Parce que c'est moi qui parle. Vous vous posez des questions, c'est moi qui réponds. J'ai aussi l'autorité de oui, oui. Mais il y a ceci. Je voulais vous dire ceci. Parce que nous sommes en démocratie, on tolère. Vous êtes de l'opposition, allez vous battre dans l'opposition pour harmoniser. Si vous ne parvenez pas à harmoniser, là, je suis d'accord. Les sénateurs vont trancher. C'est pourquoi je dis que vous ne me laissez pas terminer. Les sénateurs tranchent. C'est pourquoi vous ne me laissez pas terminer. Terminez alors. Si on veut ouvrir les postes à la compétition, on devrait élaguer du règlement intérieur cette attribution en amont des postes à un bloc politique, pour laisser la compétition se dérouler. Vous venez de dire que qui est opposant? Est-ce que c'est celui qui, un jour, change de position, bascule, qui est opposant, et qui est de la majorité? Je vais vous répliquer la même chose. Donc, on peut aussi dire que Kalonda n'est pas de l'opposition. Il est aussi de la majorité, si je suis votre logique. Non, mais... Et ensuite, non, laissez-moi terminer. En suivant votre logique, s'il peut aussi se déclarer être de la majorité, il peut briguer alors le poste de président du Sénat. Qu'on vous accepte dans le président du Sénat. Encore faudra-t-il qu'on vous accepte si Ensemble pour la République allait déposer sa candidature au poste de président du Sénat pour dire non, vous avez dit que non, l'opposition, quand quelqu'un déclare être de l'opposition de la majorité, on l'accepte. Moi, Ensemble, je vous dis que je suis de la majorité, voici mon candidat président du Sénat. On aurait dû l'accepter? Il y a ceci. On aurait dû, non, répondez-moi, on aurait dû l'accepter. Monsieur Ambroise, chez nous, au Congo, même quand on peut appartenir à une famille politique, on s'accepte difficilement. Et puis, M. Alain a dit, on ne se fait pas de cadeaux. Nous sommes tous, nous nous disons, de l'opposition. À l'interne, nous devons d'abord nous entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Un poste. Moi, je brique. Non, tellement, non, c'est moi. Non, non, toi, tu passes. Ok, nous tous, nous allons te soutenir. Si on ne s'entend pas, au niveau de notre famille politique opposition là, si on ne s'entend pas, et parce que c'est un corps qui doit décider, les sénateurs. Allons et qui a dit non à ça? Que le meilleur l'emporte. Qui a dit non à ça? Est-ce que l'opposition s'est concertée? Et qui a dit non à ça? Et l'opposition c'est qui? C'est Jean-Claude Bayende? Non, ils sont nombreux, non? Ils sont nombreux au Sénat. Et l'opposition c'est qui? Il faut comprendre. Non, je parle du parti. Parlons du parti. Nous ne parlons pas d'individus, Kalonda ou Bayende. Parlons de parti. Mais oui, on parle de parti. Et Bayende de quel parti selon vous? Il est de son parti. C'est quel parti? Je ne fais pas sa publicité. Non, mais nous parlons des partis. Nous avons parlé du MLC, nous avons parlé de Ensemble pour la République, nous parlons de l'UDPS. Citez-moi le parti de l'opposition de Jean-Claude Bayende. Citez-le moi ici sur le plateau. On peut le chercher. Citez le parti de Jean-Claude Bayende et classez-les dans l'opposition. Il y a ceci. Il a son parti. Vous voyez. Citez-moi le parti de Jean-Claude Bayende et classez-les dans l'opposition. Et donc, je crois que tu dois comprendre que si négociation, il pouvait y avoir au sein de l'opposition. Oui, mais entre le parti Ensemble et les partis de Jean-Claude Bayende. Déjà, je ne connais pas comment s'appellent les partis de Jean-Claude Bayende. Vous-même, vous ne connaissez pas. Si nous prenons au niveau de la présidence du Sénat, il y avait Moukamba, il y avait Jean-Michel Sama, il y avait Idrissa de l'UDPS. Idrissa s'est rallié à Jean-Michel Sama. Et puis, Moukamba a dit,
Il est de la majorité, non? Mais il a dit non, moi je vais jusqu'au bout. Alors que les sénateurs tranchent. Nous parlons du poste de l'opposition. Vous avez lu là-bas, le MLC et Ensemble filmine des colères. Oui, mais nous parlons du MLC et de Ensemble pour la République. Oui, voilà. Ouais, voilà pourquoi je dis, il y aurait une négociation au niveau de l'opposition entre le parti Ensemble et le parti de Jean-Claude Bayende. Mais j'ignore le nom du parti de Jean-Claude Bayende à l'opposition. Il faut faire des recherches. Non, mais donnez-le-moi. Donnez-le-moi, nous sommes sur le plateau. Je pense qu'après cette émission, on pourra aller chercher, même sur les réseaux sociaux. Voilà. On pourra toujours donner un nom. Déjà, on cherche ce parti-là. Voilà. Déjà qu'il faut aller chercher ce parti. Vous comprenez alors pourquoi l'Ensemble pour la République a été dribblé à ce poste-là. Et c'est malheureux. Vous dites, c'est vous qui le dites. Hein. Alors, il y a Daniel Mbao qui dit ceci. Daniel Mbao dit, nous réalisons que l'UDPS, lui s'abat sur l'UDPS. Je ne sais pas pourquoi vous allez répondre. Nous réalisons que l'UDPS n'a ni égard à l'alliance, ni à l'amitié, encore moins à la fraternité. Le MLC, en dépit des humiliations, a fait preuve de constance, de loyauté, de sincérité, voire d'humilité béate. Après ce vaste complot ourdi du Sénat doublé de tâtonnements itératifs, le MLC devra, dans les jours qui suivent, à mon avis, tirer les conséquences de sa participation au sein de l'Union sacrée à assaimer le député honorable Daniel Mbao. Voilà, c'est que je réponds. Voilà. Alors, je me demande pourquoi il s'en prend. Je me demande pourquoi il s'en prend à l'UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS a fait dans cette histoire-là? Qu'est-ce que l'UDPS a fait? Est-ce que l'UDPS a demandé aux gens de voter contre la candidate du MLC à ce poste-là pour qu'ils s'en prennent à l'UDPS qui n'a ni égard, ni respect, ainsi de suite? Non, je pense non. Je venais de dire que le MLC s'est tiré lui-même une balle dans la tête. Le changement là des candidatures, brusque des candidatures, a créé des frustrations auprès même de Jean Bamanissa lui-même. Ça crée même des frustrations auprès de Jean Bamanissa. Il faut reconnaître que Jean Bamanissa n'était pas seul. Il avait déjà préparé quelques personnes, quelques sénateurs qui devaient les lire. Et quand vous changez des candidatures de cette manière-là, vous devez assumer les conséquences parce que lui, Jean Bamanissa, va être frustré. Ses électeurs, sénateurs qui devraient les lire, qu'il avait déjà mobilisés, vont être frustrés. Ils vont vous combattre. Vous n'allez pas, vous allez pas tirer sur l'UDPS. Qu'a fait l'UDPS à ce moment-là? Parce que l'UDPS est quand même respectueuse de cet engagement. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les candidats MLC est passé, et au Sénat, il devrait l'être également. Et ce qu'il y a eu, je pense que c'est MLC seul qui devrait porter la responsabilité de ce qui s'est fait. Monsieur Alain Kabongo. Oui, je constate que Daniel Mbao est à la recherche d'un bouc émissaire. Et pour eux, c'est l'UDPS. Mais ce que je sais que dans l'environnement politique qui est le nôtre, c'est juste une question d'intérêt. Et vous constatez que dans notre environnement politique, on nous a déjà habitués à des mauvaises élections. Des élections, des négociations. Oui, des élections, des trucs truqués, des trucs préparés à l'avance. D'ailleurs, nous pensons que le Sénat nous donne l'exemple quand même d'un temple de la démocratie. Quand les gens nous amènent une liste, on nous dit que non, c'est tel qui va sortir. Et qu'à la fin, au bout du compte, nous constatons que ce n'était pas les calculs politiciens. Nous devons quand même nous en féliciter. Moi, je pense que ceux qui continuent à se plaindre, disons qu'on continue à se plaindre. D'ailleurs, nous qui sommes proches de la population, notre population ne trouve aucun intérêt dans la répartition de ces postes. Ce sont leurs propres intérêts, des intérêts mesquins des politiciens. Alors, Kamita te dit les rejets délibérés du candidat représentant le seul parti. Le seul. Donc, il y a un seul parti de l'opposition du bureau du Sénat anéantit toute l'illusion d'inclusivité et de réconciliation. Ces gestes illustrent à quel point la démocratie congolaise est devenue une caricature grotesque, révélant la vraie nature d'un régime corrompu avec les tous. Voilà. Non, même quand l'UDPS était le plus grand parti de l'opposition, il admettait quand même à ses côtés les autres partis de l'opposition. Mais maintenant, comment Kamita tout s'accapare de toute l'opposition? Non, je trouve ça un peu trop zélé.
Hein, ce sont des déclarations... Ça, ce n'est pas émotionnel, ça. Oui, je pense qu'on peut mettre ça sur les dos de l'émotion, surtout après cette défaite. Mais je pense que l'opposition, M. Gustave a dit, elle est plurielle. L'ensemble devait admettre aussi qu'il y ait à ses côtés des collègues de l'opposition. Donc on n'accepte pas de perdre. Alors, il faudrait élargir cette opposition. On élargisse quand même l'opposition. C'est fini, c'est la colère, on déverse, on parle, on dit des choses. Je voudrais me et poser ce sont une des gens question. qui s'appellent des hommes Si d'État. quelqu'un me dit que les idées est de l'opposition, les idées de Martin Fayoulou est de l'opposition, doivent réfléchir par 2 fois pour le comprendre et l'admettre. Si quelqu'un me disait qu'aujourd'hui, que non, vous voyez, les idées de Martin Fayoulou est de l'opposition, dois-je vraiment réfléchir pour accepter ou refuser? Je sais tout de suite que les idées est de l'opposition. C'est un parti de l'opposition. Ça, je le sais. Mais citez-moi le parti des Bayende pour me dire qu'il est de l'opposition, pour qu'on réfléchisse maintenant. Où est le parti des Bayende dans l'opposition? Peut-être à Kinshasa, vous n'êtes pas peut-être à l'Équateur que... Non, Bayende mais alors, à citez-le-moi. l'Équateur. Vous-même, vous n'êtes pas en train de me les citer, vous me citez l'Équateur. Avant les élections de 2023, on sait qu'Ensemble pour la République était à l'Union sacrée de la nation. Moïse Katumbi était parti aux concertations nationales. Il a salué son ami, qui l'a fait retourner au pays. Ça, on le sait. Il a eu des ministres dans le gouvernement. On le sait. Jusqu'à ce qu'il claque la porte. Il quitte la porte avant les élections. Ça aussi, c'est connu. Là, son opposition commence. L'opposition à Félix Tshisekedi commence là. Alors, dites-moi quand est-ce que l'opposition du parti de Jean-Claude Bayende, que vous n'avez pas encore cité sur ce plateau, a commencé? C'était quand? Mais avant que Katumbi devienne opposant, il y avait déjà d'autres opposants aussi qui l'ont rejoint. Oui, mais citez-moi, donnez-moi un fait. Moi, je vous ai donné un fait pour le parti d'Ensemble pour la République. Donnez-moi un fait du parti de Jean-Claude Bayende qui a fait une action de l'opposition par rapport. Donc, je dis. Vous donnez raison, Kamitatou. J'ai dit que Kamitatou a compris que le seul poste réservé à l'opposition. Kamitatou ne dirait pas la même chose si Jean-Claude Bayende était décidé. Si Jean-Claude Bayende était décidé de Martin Fayoulou, Kamitatou ne dirait pas la même chose. Il comprendrait que la compétition a eu lieu entre 2 partis de l'opposition, Ensemble pour la République, et les idées. Il comprendrait et il se serait incliné. Voilà, nous clôturons ce débat-là sur Ensemble MLC. Je demande à la réalisation de nous balancer cette 5e édition de la bourse Excellentia et nous revenons sur le plateau pour en débattre. Seuls 74 candidats se sont distingués et bénéficient de la bourse d'études Excellentia sur le 254 candidats participant au test d'admission organisé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Ils ont obtenu 85% à l'examen d'État de l'année 2023. Ils viennent de 18 provinces sur le 24 qui compte la RDC. La cérémonie officielle de la remise des prix aux boursiers Excellentia pour cette 5e édition s'est déroulée dans les chapiteaux du Palais du Peuple. Le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi ont pris part à cette cérémonie. Après les mots émouvants des parents des boursiers ainsi que ceux des lauréats de cette 5e édition Excellentia, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de la Fondation, a félicité et encouragé les boursiers Excellentia à continuer à faire l'honneur du pays. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse? Ce que vous représentez est, à mes yeux, le symbole des grands espoirs, des belles promesses et de belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre assiduité, votre détermination et votre audace. S'en est suivi la remise des prix Excellentia par la présidente de la Fondation DNT, la distinguée première dame. La jeunesse sur qui la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a investi dans les volets éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC.
Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi de pouvoir faire des très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers le Lababora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité, c'est que c'est la province pilote du Lualaba qui a eu à susciter un partenariat avec la fondation Denis Nyakero Tshisekedi dans le cadre du programme Excellencia pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Lualaba. Un grand merci à la très distinguée Première Dame, à son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saini. Effectivement, avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays, d'où mon stage. J'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes 5 ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse famille Excellencia. 316 boursiers au total ayant jusqu'ici bénéficié de ces prix Excellencia sont répartis dans 4 différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi organise ces concours dénommés Bourse Excellencia dans son volet éducation. Voilà, il nous reste, je crois, 5 minutes pour terminer cette émission. Monsieur Alain, vous avez suivi 74 boursiers, dont la première dame, Madame Denise Nyakero. Votre réaction? Bon, nous saluons l'initiative de la Première Dame d'accorder des bourses à cette jeunesse qui est l'avenir de demain. C'est une grande initiative, mais je préfère qu'elle puisse continuer dans la durée. Dans la durée, ce n'est pas après que Madame ne soit plus Première Dame et que ça s'arrête, qu'on nous amène d'autres nouvelles initiatives. J'aimerais que ça soit institutionnalisé, que nous continuions avec le programme Excellencia, même après le président Fachi, après Madame Denise Nyakero. Ambroise? Très bien, ça c'est vraiment une très bonne idée, je soutiens cette idée. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez vraiment pas peut-être ce qui se passe à travers cette initiative. Elle est tellement louable. Moi, j'ai mes enfants qui étudient dans une école. Au comité des parents, lorsque les élèves ont leur diplôme d'État, chaque parent commence à se demander, mais où est-ce que je peux, par où est-ce que je peux commencer pour entrer en contact avec la fondation de la Première Dame, ainsi de suite. Et les élèves étudient en se donnant corps et âme aux études pour arriver à faire des bons pourcentages et bénéficier de la bourse Excellencia. Ça signifie que ce que la Première Dame fait ne se limite pas seulement à donner les bourses aux élèves, mais ça va jusqu'à pousser les élèves à fournir des efforts supplémentaires dans leurs études. Et là, les parents disent à leurs enfants de bien étudier, et les enfants eux-mêmes se disent « je devrais bien étudier, avoir un bon pourcentage pour que je ne puisse pas rater cette bourse ». Donc l'action sur l'ensemble de la République. C'est l'ensemble de la République. L'action de la Première Dame est à saluer et encourager. Et ce que Alain vient de dire est très important. Il ne faudra pas que, si Monsieur le Président de la République n'est plus président de la République, si vous permettez la tautologie, que ça puisse s'arrêter. Le projet s'arrête. Non, ça devrait continuer. Parce que ça aide les enfants. Ça aide les enfants. Et vous savez, l'éducation, c'est ce qu'il faut donner aux enfants pour élever ce pays. Ouais. Et ce qu'elle fait, c'est pour élever ce pays à travers l'éducation. Il faut que ça continue. D'accord. Alors, nous terminons par la rentrée scolaire qui arrive. Et la Première ministre, Judith Suminwa, a pris l'engagement de pouvoir appuyer la ville de Kinshasa
pour combattre l'insécurité, pour combattre les embouteillages, bon, pour la mobilité, mais aussi pour pouvoir lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. Quelle chance vous donnez à la Première ministre pour pouvoir, parce que ce sont des défis énormes qui font mal à Kinshasa, et donc la Première ministre s'engage à pouvoir appuyer et pour que l'on puisse parvenir à relever ces défis. Vous savez que la Première ministre ne peut que faire ça. Il y a toujours de bons discours des Premiers ministres dans ce pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Mais ces bons discours, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? L'engagement de la Première ministre est bon, il est à saluer, mais moi, je ne voudrais que me prononcer que quand elle aura fait quelque chose et qu'on aura vu. Tous nous souhaitons qu'on puisse combattre l'insécurité, qu'on puisse combattre l'insalubrité, ainsi de suite. Et non seulement ça devrait se limiter à un engagement, mais il faut concrétiser cela. C'est un engagement à concrétiser, et bien entendu, pour que l'on donne des solutions dans ces secteurs un peu très importants. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville a fait aussi la même chose. On le soutient, il est encore au début. On veut effectivement que dans ces secteurs, il y ait beaucoup de grandes réalisations. Et pour ça, moi, je ne voudrais pas me limiter au discours. Je voudrais voir les actions. D'accord. M. Alain, termine avec comme vous. M. Ambroise dit, le temps n'est plus au discours. Madame la Première ministre est là depuis plusieurs mois. Nous voulons au contraire commencer à monitorer ces actions. Nous voulons commencer à faire le monitoring. C'est le temps du monitoring. Nous n'avons plus besoin de discours. Passer aux actes au lieu de nous encombrer avec des bonnes paroles. Donc nous, on est là pour faire le monitoring. Donc autant mieux commencer aujourd'hui que l'annoncer dans le média. Mais vous savez qu'on commence, on parle toujours et puis on exécute. Non, mais j'ai vu, j'ai vu à peine, il y a quelques minutes, les gouverneurs... directement, même pour commencer un projet, on parle, on discute, on décide, et puis on dit, voilà, on commence le projet, vous verrez quand même une pancarte pour annoncer un projet, après vous verrez les bennes, vous verrez ainsi de suite. Mais on peut poser la pancarte et commencer le même jour. On peut poser la pancarte et commencer. On doit monitorer. C'est ça, non? Bon, ce que nous voulons, c'est que nous puissions voir. Voilà. Et puis nous allons croire. Parce que beaucoup ont fait des discours. L'ancien Premier ministre Mata Tamponio avait des bonnes initiatives d'embellir et aménager plusieurs carrefours de Kinshasa. Et aujourd'hui, quand il est parti, nous nous retrouvons dans la crasse. Voilà. Il faudrait qu'on reste aussi dans la continuité des actions. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission autour de l'info, c'est la fin. Merci à M. Ambroise Mamba, directeur des informations à Congo Web Télévision. Merci à M. Alain Kabongo, éditeur du journal Congo et tout. Merci d'avoir été le nôtre. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite, le mardi prochain. Au revoir. Merci.